Bonjour, bienvenue dans cette formation. Nous allons nous focaliser sur le module 1 et plus particulièrement sur la section 1.1, définition de DevOps. Il faut savoir que l'écosystème de DevOps, ou plutôt la galaxie DevOps, est une démarche co-construite. Alors, je m'explique. En effet, DevOps Institute ne peut améliorer son référentiel à partir du moment que, si et seulement si, les experts remontent des retours d'expérience, des feedbacks, comment ils ont implémenté DevOps au sein de leur organisation. Et donc, DevOps est vraiment un référentiel bâti sur les publications de différents auteurs, également aussi au sein des conférences de DevOps Days, c'est-à-dire que des grandes conférences seront réalisées une fois par an et on échangera des différentes pratiques mises en place dans les organisations, les retours d'expérience, les problématiques, etc. Également aussi au sein des groupes Meetup, des expertises spécialisées, un canal Slack, des groupes LinkedIn, des vidéos des vidéos et des webinaires, des blogs et des articles, des études de cas et des prix et des récompenses. Toutes ces choses-là que les gens font vivre à travers ces différentes, on va dire, manières de pouvoir diffuser et faire vivre DevOps au sein de cette communauté, de cette galaxie, eh bien, DevOps Institute va récupérer tous ces éléments, notamment par exemple les retours d'expérience ou les problématiques, pour l'intégrer dans son référentiel. Et donc, c'est un référentiel qui s'améliore de jour en jour et qui est continuellement mis à jour. Et donc, DevOps Institute explore et influence activement les pratiques émergentes de DevOps pour développer des formations et des certifications de grande valeur qui sont toujours d'actualité. Alors, également, si DevOps, c'est aussi différents ouvrages, hein, notamment le DevOps Handbook, qui est le plus célèbre. Je vous recommande fortement de le lire, mais aussi de Phoenix Project. C'est aussi également aussi des meetings, et aussi des conférences, c'est aussi des sites internet. Vraiment, DevOps, c'est vraiment, on va dire, très, on va dire, très diversifié. Et c'est un monde vraiment très diversifié. Ce n'est pas seulement une certification avec une formation. C'est vraiment un écosystème, une galaxie qui est vivante. Alors, également, DevOps Institute, hein, quel est leur rôle? Donc, on peut summariser leur rôle en 4 items. C'est que déjà, permet de regrouper différents professionnels ou même futurs certifiés dans une communauté, hein, qui s'appelle le DevOps Institute, un peu tel que existe au sein du PMI. Vous avez des membres du PMI, des chefs de projet certifiés ou même pas ou non certifiés qui sont actifs au sein du PMI et qui sont intégrés à différentes initiatives. De la même manière, vous avez aussi des événements et des sections organisées par DevOps Institute sur notamment les expertises terrain sur DevOps en entreprise. De la même manière que cela existe au sein du PMI, des webinaires organisés qui sont parfois gratuits ou non. De même, des évaluations et des recherches, autrement dit des supports mis à disposition pour analyser les données, c'est-à-dire que avoir des chiffres, toujours des rapports pour savoir de ce qu'il en est de l'état de DevOps au sein des organisations. Et enfin, une multitude de certifications qui existent, notamment le DevOps Foundation, mais aussi d'autres. Et parmi ces autres, vous avez par exemple le DevOps Engineering, le DevSecOps, le Agile Service Management. Vous avez de nombreuses certifications proposées par DevOps Institute, dont nous, on se focalise donc sur le premier qui est DevOps Foundation. Alors, si vous êtes intéressé pour en savoir plus, vous pouvez cliquer sur ce lien. Alors, finalement, qu'est-ce que DevOps? Alors, Patrick Desbois, qui est l'une des personnes phares, pour ne pas dire la principale personne à l'origine de DevOps, qui d'ailleurs, c'est cette personne qui a inventé le mot DevOps, nous définit DevOps. Et je pense qu'il n'y a pas meilleure personne pour définir DevOps que lui. Alors, analysons ce qu'il dit. DevOps, c'est tout ce que vous faites pour surmonter les frictions créées par les silos. En effet, ce qu'il veut dire
par ici, c'est que à ce jour, ou on va dire plutôt à son époque, quand il a défini cette, cette définition, il a fait un constat. C'est qu'en fait, le monde de l'IT fonctionne en silo, c'est-à-dire en bureaucratique, en mode bureaucratique. Et donc, chacun travaille de son côté sans savoir que l'autre fait ou non. C'est-à-dire que vous êtes un développeur, et ben voilà, vous travaillez dans votre coin, vous ne savez pas ce que fait votre autre collègue, par exemple. Et donc, ce fonctionnement-là n'est plus acceptable aujourd'hui. Et donc, voilà, c'est ce qui est aussi la cause de toutes les problématiques. Et donc, il dit que DevOps, c'est tout ce que vous faites pour surmonter les frictions créées par les silos, et tout le reste, c'est de l'ingénierie. C'est-à-dire que DevOps, son ennemi principal, c'est le fonctionnement en silo. En effet, si vous faites de la technologie juste pour la technologie et que vous n'essayez pas de surmonter certaines frictions humaines comme le cloisonnement de groupe, par exemple, ou le cloisonnement d'informations, ou autre, eh bien, ce qui veut nous dire aussi également par là, c'est que vous pouvez faire de la technologie, vous pouvez utiliser les meilleurs outils, vous pouvez être efficace, être une personne très compétente, avoir les meilleures compétences. Si vous fonctionnez en silo, si vous travaillez de votre côté, vous ne serez jamais une entreprise performante. Et donc, vous faites seulement que la partie ingénierie. Donc, vous êtes un expert dans votre métier, c'est vrai, mais vous n'êtes pas collaboratif, vous n'êtes pas une entreprise, on va dire, efficace ou une entreprise, on va dire, avec une performance qui permet de développer de la valeur pour le client. Et donc, voilà, pour lui, DevOps, c'est tout le contraire d'un fonctionnement en silo, et donc ça veut dire que DevOps est bâti d'ailleurs sur la collaboration. Alors, si on parle un peu du fonctionnement en silo, qui est l'ennemi de DevOps, eh bien, il faut qu'on comprenne comment fonctionnent les organisations en silo pour prendre conscience de ce qu'amène le fonctionnement en silo et les conséquences. Alors, il faut savoir que dans une entreprise, généralement dans les entreprises de bureaucratie mécaniste, donc j'ai utilisé le terme mécaniste, pourquoi? Parce qu'en effet, injustement, on a tendance à remettre aux orties les organisations bureaucratiques. Il faut savoir que si on a une connaissance un peu fine de la théorie des organisations, il y a plusieurs types de bureaucratie. Et la bureaucratie mécaniste est celle qui est le plus concernée quand on parle du mal de la bureaucratie. Et donc, par conséquent, dans une bureaucratie mécaniste, comment ça fonctionne? Eh bien, on fonctionne en pyramidal. Vous avez donc le niveau management, qui est le niveau stratégique direction. Après, vous avez le middle management, le département, qui sont au niveau tactique. Et enfin, vous avez le niveau opérationnel, c'est au niveau des métiers. Donc, le top management va donner des directives au niveau département, qui de ce département va donner des directives au niveau opérationnel. Donc, on est en fonctionnement vraiment, on va dire, vertical et non en transverse. Et donc, encore une fois, il n'y a pas de remontée d'informations, on est vraiment dans une approche ascendante. Et donc, vous pouvez, au sein d'une organisation bureaucratie mécaniste, avoir différents projets. Vous avez donc un chef de projet avec ses développeurs et avec un ingénieur testeur, par exemple. Ils vont utiliser MS Project. Mais vous allez également avoir un deuxième projet avec un autre chef de projet qui ne sera même pas en courant, ou voilà, qui sera pas en courant, qui est aussi un autre projet en parallèle, et qui, lui, va utiliser Excel pour gérer son projet. Et des multitudes de projets qui sont cloisonnés, qui fonctionnent de leur côté, avec aucune vision commune, et donc chacun veut utiliser ses outils. Voilà, rien est standardisé, chacun fonctionne en silo. Et donc, par conséquent, si on prend l'exemple d'un train avec différents wagons, eh bien, dans ce wagon, vous retrouverez un panoplie de liens en synergie, c'est-à-dire différentes problématiques qui fonctionnent en synergie. Parce qu'effectivement, si l'équipe sont isolées, eh bien, ça veut dire que aussi la vision et les objectifs sont divergents. Également, s'il n'y a pas de partage d'informations, donc ce qui amène aussi une problématique de communication. Et donc, duplication des efforts, cela signifie donc que vous pouvez avoir deux personnes qui font le même métier au sein de l'entreprise sans savoir qu'ils font le même métier.
Et donc, les organisations bureaucratiques ont comme pour conséquence, notamment les bureaucraties mécanistes, de avoir un faible création de valeur et un time to market très long. C'est-à-dire que le time to market, c'est de la phase R&D à la commercialisation du produit, eh bien, c'est très très long parce qu'en fait, c'est pas performant. On fonctionne en silo, on ne sait pas ce que l'autre fait. Et donc, aujourd'hui, dans un environnement, on va dire, complexe, turbulent, on ne peut pas se permettre de développer un produit qui va sortir dans très longtemps. Parce que sinon, la concurrence va venir et va être en mode furtif, en mode attaquante, et elle va prendre le marché. Et donc, le secteur de l'IT est très concurrentiel. Alors, si on continue avec le fonctionnement en mode silo, avec un exemple, imaginons une entreprise de fabrication avec les départements suivants: R&D, production, marketing et service client. Donc, vous avez la R&D qui développe un nouveau produit sans consulter la production sur la faisabilité de fabrication. C'est-à-dire que voilà, vous êtes en recherche et développement et vous ne faites pas appel à la production pour parler de la phase industrialisation de votre produit. Alors, la production, lui, fabrique le produit sans recevoir de feedback du marketing sur les attentes des clients. Le marketing, lui, lance des campagnes sans connaître les capacités de production ou sans information détaillée de la R&D. Et donc, le service client, lui, il reçoit des plaintes sur le produit, mais ces retours ne sont pas communiqués efficacement à la R&D ou à la production. Et donc, effectivement, on part du principe dans ces bureaucraties que on va produire des produits, et si ces produits sont de bonne qualité, tant mieux. Si ce n'est pas de la qualité, eh bien, le service client va s'en occuper. Et le service client, cercle vicieux, il y aura une demande trop saturée des retours et des plaintes clients qui fera que, en fait, ça va avoir un hausse des coûts parce qu'un produit de non-qualité, c'est des coûts de non-conformité. Et également aussi, ça crée aussi une mauvaise image au niveau du client. Et donc là, vous avez typiquement une entreprise qui n'est pas performante. Alors là, comme c'est illustré, ça paraît aberrant. On se dit, est-ce qu'une entreprise comme ça existe? Et je peux vous garantir que ce type d'entreprise existe énormément, mais on ne se rend pas compte. Et donc, moi, je vous pose une question à vous, chers spectateurs, participants. Accepteriez-vous de travailler pour ce type d'entreprise? Alors, si on fait, une extension, donc, encore une fois, l'extension, c'est pas obligatoire, hein, vous pouvez passer à la slide suivante, ça n'aura aucun impact sur, l'obtention ou pas de la certification. C'est vraiment pour vous apporter d'autres connaissances. Vous retrouverez beaucoup de slides comme ça à travers la formation, et donc c'est vraiment pour apporter plus de connaissances, en plus de ce que propose le cadre DevOps. Alors, vous avez plusieurs types d'organisation. Donc, vous avez notamment la première qui est la structure simple. Alors, la structure simple, c'est très simple. Vous avez un directeur, un chef d'entreprise qui gère l'entreprise. C'est lui qui a le pouvoir, c'est lui qui décide de tout. Prenez l'exemple d'une boulangerie. Un boulanger, c'est lui qui est un artisan boulanger, c'est lui qui va gérer ses équipes, c'est lui qui va faire sa comptabilité, etc. Donc là, c'est bien pour un environnement stable et dynamique parce qu'en fait, le boulanger, il travaille toujours pareil. Le matin, il se lève le matin à 5 heures du matin, il va faire sa pâte, son pain, ses gâteaux. Il sait ce qu'il a à faire, c'est toujours pareil. Après, vous avez les bureaucraties mécanistes. Alors, les bureaucraties mécanistes, c'est la technostructure qui a le pouvoir. C'est-à-dire que la technostructure, c'est des fonctions support. Si vous prenez par exemple au sein du management de projet qui parle à tout le monde, vous avez les PMO. Et dans ce genre de bureaucratie mécanique, ce sera les PMO qui va décider pour les chefs de projet comment gérer leur projet. En fait, les PMO vont définir des procédures et dire aux chefs de projet, c'est comme ça que tu dois appliquer ta procédure pour la planification, pour les risques, etc. Et donc, où le pouvoir est situé, c'est dans la standardisation des processus. C'est le processus, c'est la procédure qui décide. Si tu ne suis pas la procédure, tu n'es pas conforme. Donc, c'est les usines de production, par exemple. Également aussi les structures divisionnalisées. Prenons l'exemple de Carrefour. Donc, Carrefour, vous avez donc le PDG, le top management, et vous avez des directeurs intermédiaires. Ces directeurs intermédiaires gèrent une région. Vous avez la région Normandie, la région parisienne, la région du Nord. Et chaque directeur de région ont des résultats à atteindre, donc des résultats de performance par région. Et donc, c'est là qu'on va juger. On va juger chaque directeur de région par ses résultats. Et enfin, vous avez également l'adocratie. Alors, l'adocratie, c'est très intéressant, parce que vous allez comprendre. L'adocratie part du principe que le pouvoir doit être donné aux personnes qui créent de la valeur.
C'est d'ailleurs aussi ici que les entreprises agiles se situent. Pourquoi? Parce que si vous prenez par exemple Scrum, le cadre Scrum, bah, les développeurs, c'est eux qui planifient. Le product owner, le Scrum Master n'a pas le droit de dire comment planifier. Seulement les développeurs. Eh bien, c'est eux qui créent de la valeur. Et donc, comme ils créent de la valeur, ce sont les experts. Et donc, l'ajustement mutuel, c'est quoi? Ça veut dire que le pouvoir est dans les décisions collégiales. C'est-à-dire qu'en fait, on va décider ensemble, en équipe, des décisions à prendre en compte. Et donc, le directeur, dans ses adhocraties, prend en compte la voix des collaborateurs. Et donc, les entreprises libérées, agiles, ce type d'entreprise, les organisations apprenantes. Aussi, les organisations qui fonctionnent en mode projet. Donc, c'est adapté pour la complexité, pour les environnements très complexes, notamment VUCA. Et vous avez aussi la bureaucratie professionnelle. Rappelez-vous, je vous ai dit précédemment qu'il ne faut pas toujours remettre aux orties les structures bureaucratiques, parce que vous avez aussi la bureaucratie professionnelle. Alors là, c'est différent. Le pouvoir est donné aux experts. Alors, il faut bien comprendre la distinction entre bureaucratie mécaniste et professionnelle, c'est que dans la bureaucratie professionnelle, on accorde du pouvoir aux individus qui ont une compétence avérée ou des qualifications. Par exemple, prenez un hôpital. Dans un hôpital, on va donner le pouvoir au médecin parce qu'il est compétent, il a un doctorat. Donc, même si vous êtes infirmière, vous êtes rattaché au médecin. De la même manière, dans les cabinets de conseil, euh, le consultant, dans la logique des choses, a des compétences avérées, il est expert dans son domaine, donc on va lui apporter un crédit. Donc, en fait, le pouvoir dans ces bureaucraties professionnelles, c'est la standardisation des qualifications. Et donc, les cabinets de conseil, pour anecdote, bah, eux se disent agiles. Les cabinets de conseil disent, nous, on est une entreprise agile. C'est totalement faux. Si on analyse cette grille théorique, qui est réputée dans le monde du management, un cabinet de conseil ou une ESN est une bureaucratie professionnelle. Elle est en aucun cas une adocratie. Et donc, pourquoi je vous ai présenté ça? Pour vous expliquer simplement que l'objectif de DevOps, c'est-à-dire la finalité de DevOps, c'est de passer d'une bureaucratie mécaniste où on fonctionne en silo à une adocratie. Alors, on l'appelle parfois aussi organique ou adocratique, c'est identique. Et donc, en fait, DevOps est adopté pour les organisations adocratie. Et donc, c'est ça que vous devez retenir. Alors, ce n'est pas important de retenir ça pour votre examen, encore une fois, hein, c'est vraiment moi qui vous apporte des connaissances en plus pour enrichir vos connaissances, pour mieux comprendre DevOps. Si nous revenons donc dans le cadre de DevOps, pour apprendre, mais aussi pour vous certifier à DevOps, eh bien, comprenez donc que DevOps, c'est un monde dans lequel les product owners, par exemple les développeurs, les responsables qualité, les opérationnels IT, responsables sécurité, même d'autres parties prenantes qui sont concernées et qui travaillent dans une DSI ou dans une entreprise globalement, travaillent ensemble. Et donc non seulement pour s'entraider, mais également pour garantir le succès de l'ensemble de l'organisation. Donc comme vous l'aurez compris, tout le monde est concerné. Donc si vous avez une question lors de votre examen qui évoque qui est concerné par DevOps, bah, tout le monde au sein de l'organisation. Donc, c'est en travaillant ensemble vers un objectif commun, avec une vision commune, qu'on peut être efficace, faire de la mise en production rapide, de travail planifié, tout en assurant une stabilité, fiabilité, disponibilité et sécurité de premier ordre. Et donc, autrement dit, le contraire d'une organisation bureaucratique, mécaniste et silotée. Alors, je vous propose, pour enrichir votre connaissance sur DevOps et renforcer vraiment l'histoire de DevOps, de scanner ce QR code et de regarder la vidéo. Vous pouvez aussi également cliquer sur ce lien. Donc, c'est une vidéo préconisée par DevOps. Vous n'êtes pas obligé de le regarder, mais c'est tout à fait intéressant. Et je vous propose qu'on se retrouve immédiatement après le visionnage de cette vidéo. Bon visionnage. Alors, si on continue avec DevOps, alors DevOps n'est pas, c'est que DevOps n'est surtout pas un titre. Alors, je vous propose qu'on se focalise plus tard sur chaque item que je vais vous présenter devant vous. Donc, DevOps n'est pas un titre, ce n'est pas aussi une équipe à part, ce n'est ni un outil, ni seulement une culture, ni seulement une automatisation, l'anarchie et aussi une stratégie unique pour tous. Donc,
Ça, c'est important pour votre certification, pour votre examen. C'est pour ça que j'ai mis aussi en encartonné bleu. Donc voilà, c'est entouré d'un cadran bleu avec une petite loupe et un livre. Ça veut dire que c'est important de connaître ça par cœur. Donc si on commence par la première raison que DevOps n'est pas un titre, eh bien, en effet, DevOps est une culture de collaboration entre les équipes Dev et Ops, pas un rôle spécifique. Alors, c'est très simple. Pensez à Scrum. Pensez au Scrum Master. Le guide Scrum explicite très clairement que le Scrum Master est le garant de la mise en œuvre de Scrum. Eh bien là, c'est tout le contraire. DevOps considère qu'il n'y a pas une personne qui est responsable de la mise en œuvre de DevOps, notamment l'ingénieur DevOps. L'ingénieur de DevOps n'est pas créé par DevOps Institute. DevOps Institute n'a jamais créé le rôle d'ingénieur DevOps. Ça a été créé sur le terrain, mais un ingénieur DevOps n'est en aucun cas le garant de la méthodologie ou de la mise en œuvre de DevOps. Également, si attribuer un titre DevOps pourrait créer de nouveaux silos au lieu de les briser. En effet, si vous créez un ingénieur DevOps qui va travailler pour X service et aussi dans un autre service, vous aurez aussi un autre ingénieur DevOps, ça peut créer un fonctionnement en silo. Les compétences nécessaires en DevOps sont diverses, impliquant plusieurs rôles. C'est-à-dire qu'on ne peut pas centraliser le DevOps, tout le DevOps en un seul rôle. C'est impossible parce que c'est vraiment une multitude de fonctions et de compétences. Et donc, DevOps doit être adapté pour toute l'organisation, pas seulement par une personne ou une équipe. Alors, bien que le rôle d'ingénieur DevOps soit reconnu par les entreprises, et DevOps Institute le reconnaît, il dit clairement, voilà, on reconnaît que le rôle de l'ingénieur DevOps existe, mais nous, on considère que ce n'est pas officiel. Également aussi, vous avez les évangélistes ou les leaders DevOps qui existent aussi, mais encore une fois, au même titre que l'ingénieur de DevOps, ils ne sont pas garants de la mise en œuvre de DevOps au sein des organisations. Ça, c'est très important parce que vous aurez une question lors de votre examen en stipulant qui est responsable de DevOps. Eh bien, vous direz c'est toutes les parties prenantes au sein de l'organisation. Alors, on continue avec DevOps n'est pas une équipe à part. En effet, DevOps, c'est vraiment une collaboration de différentes parties prenantes. Et donc, tout le monde travaille ensemble. Le monde des devs et le monde des ops travaillent tous ensemble et donc en collaboration. J'ai piloté des projets agiles en tant que product owner et j'appartenais au monde des développeurs. Je peux vous garantir que je voyais beaucoup de fonctionnement en silo entre les devs, le monde des devs et le monde des opérateurs, des opérationnels, au point même que, par exemple, un product owner ou un proxy product owner ne connaissait pas le métier du monde des opérationnels et que le monde des opérationnels rigolait du monde des développeurs parce que, en fait, les développeurs étaient l'encadrant et ils avaient un rôle hiérarchique au sein du monde des opérations. Et les opérations considéraient que ce n'était pas crédible que le monde des développeurs ait un pouvoir hiérarchique sur le monde des opérations. Donc, ça peut créer aussi des stéréotypes et aussi créer des silos. De même qu'il faut qu'il y ait une vision et un objectif commun pour faire avancer tout le monde dans la même direction. Et donc, apprendre à s'améliorer ensemble. C'est surtout ça, DevOps. Et donc, DevOps doit être un effort collectif et intégré dans toute l'organisation, pas confiné à une équipe spécifique pour maximiser la collaboration, la responsabilité partagée et l'amélioration continue. Et donc, on ne peut pas toujours remettre toute la responsabilité de DevOps sur une équipe au même titre que sur une personne. Alors, DevOps n'est pas un outil. Alors, il faut bien comprendre que ce n'est pas DevOps, ce n'est pas les outils qui ont permis que DevOps soit plus efficace. C'est avant tout une culture et une philosophie. DevOps, c'est vraiment un mélange de plusieurs aspects, notamment une culture et une philosophie. Donc, chaque équipe peut utiliser les meilleurs outils. Ce n'est pas pour autant que l'équipe sera plus performante. Donc, comme je le disais, l'émergence des nouveaux outils n'a pas provoqué l'apparition du DevOps. L'utilisation d'un outil n'est pas un facteur de succès pour réduire le fonctionnement en silo dans une entreprise. Alors, c'est très simple. Hein. Prenons en exemple quelque chose de concret. Combien de fois on a vu des consultants, par exemple, venir mettre en place un tableau de bord dans leur coin. Quand ils sont partis, le client n'a pas utilisé ce tableau de bord.
C'est-à-dire qu'il y a l'art et la manière de mettre en place l'outil. Et donc, il ne faut pas toujours reprocher à l'outil d'être un facteur d'inefficience au sein de l'organisation, parce que reprocher à un outil de contribuer aux problèmes de performance du système, c'est reprocher au marteau de taper sur les doigts de celui qui l'utilise. Faut bien comprendre que derrière l'outil, il y a un humain qui l'a mis en œuvre, comme l'intelligence artificielle. Et donc, par conséquent, c'est pas parce que vous mettez un outil, le meilleur qui soit, que vous allez être efficace. C'est ce que dit DevOps. DevOps, ce n'est pas seulement une culture. En effet, DevOps, c'est, comme on l'a pu le voir aussi, c'est l'automatisation, c'est aussi des cadres, c'est aussi des pratiques. Ce n'est pas seulement une culture. Et donc, DevOps aussi inclut la partie mesure. Rappelez-vous, dans Calm, que nous verrons après, dans la partie Calm, vous avez dans le M de Calm, mesure. C'est aussi donc des valeurs DevOps. Hein. Donc, la mesure est importante dans DevOps et donc la mesure est aussi importante que la culture. Donc, la mesure permet d'être dans une démarche d'amélioration continue pour toujours s'améliorer. Et donc, DevOps ne prône pas une méthode spécifique, mais propose une réflexion et du bon sens pour aider ceux qui adopteront DevOps. Alors, il faut que vous compreniez que DevOps, c'est une démarche ou une approche holistique, c'est-à-dire que c'est un ensemble d'outils, un ensemble de méthodologies, c'est un ensemble de mindset, de mode de management qui fait que DevOps est plus loin, plus complexe que ça pourrait être en le comprenant, on va dire, de manière simplifiée. Alors, également, DevOps n'est pas seulement une automatisation. C'est-à-dire qu'en fait, DevOps, euh, c'est bien d'automatiser, hein, et c'est eux qui le disent. Néanmoins, avant d'automatiser, d'en arriver à là, il faut déjà développer une culture d'amélioration continue au sein de l'entreprise. Donc, vous pouvez par exemple être une belle entreprise qui fonctionne en silo, notamment une bureaucratie mécaniste. Vous pouvez par exemple avoir les meilleurs ingénieurs qui vont vous automatiser des process, bah, ce n'est pas pour autant que vous serez les meilleurs. Parce que si tout le monde fonctionne de son côté, bah, vous pouvez mettre les meilleurs systèmes d'automatisation, les équipes ne vont pas l'utiliser parce qu'il y aura de la résistance au changement. Et donc, automatiser sans collaborer avec les équipes de développement et d'opération ne peut atteindre son plein potentiel et ne sera pas efficace. Et donc, l'utilisation d'un outil n'est pas un facteur de succès pour réduire le fonctionnement en silo d'une entreprise. C'est ça qu'il faut bien comprendre. Donc, bien que l'automatisation soit un élément clé de DevOps, ce n'est qu'une partie d'un ensemble plus large qui inclut la culture, les pratiques, les processus, une approche holistique de l'amélioration continue et de la collaboration. En effet, si on revient à l'extens, eh bien, un DevOps n'est ni une méthode, ni un outil, ni de l'automatisation, ni une culture, ni des pratiques, ni une philosophie, ni un rôle. Mais c'est tout cela à la fois. Et donc, vraiment, le DevOps, c'est un mélange de pratiques, de mindset, de culture, d'automatisation, de philosophie, un mode de management que nous verrons après, et des outils. Et donc, combien de fois j'ai entendu la méthode DevOps, la méthode Lean, la méthode Agile, ce n'est pas une méthode. L'Agile est une démarche, aussi bien que le Lean et aussi bien que DevOps. Et donc, on l'appellera plutôt une démarche ou une approche DevOps, Lean ou Agile. Alors, si nous continuons avec DevOps n'est pas, eh bien, ce n'est pas l'anarchie. Alors, il faut comprendre que DevOps, ce n'est pas un groupe de professeurs des écoles qui se sont rejoints dans un groupe de travail qui se sont dit, tiens, on va créer DevOps. DevOps, c'est vraiment un travail sérieux qui a été créé par des professionnels de l'IT pour des acteurs de l'IT. Et donc, il faut bien comprendre que DevOps est apparu parce qu'il y avait une problématique terrain. Et donc, DevOps s'est appuyé sur, comme nous l'avons vu précédemment, sur des pratiques réputées, sur des problématiques terrain, et s'est développé de jour en jour pour avoir un succès. Hein. Aujourd'hui, si on parle de DevOps, c'est que c'est une démarche qui a apporté du succès et qui est bâtie vraiment sur une approche très sérieuse et qui s'inspire aussi du Lean, de l'Agile et de l'ITSM. Et donc, DevOps est en constante évolution, s'adapte continuellement à son environnement pour rester à jour. Et donc, DevOps, si vous doutez encore une fois, eh bien, DevOps a fait ses preuves.
il suffit de prendre comme exemple Netflix ou GitHub qui ont utilisé DevOps. Et donc, DevOps est loin d'être anarchique. Il s'agit d'une approche structurée et méthodique qui combine des pratiques, des cadres, des outils et une culture de collaboration pour améliorer la livraison et la gestion des logiciels. Autrement dit, DevOps, ce n'est pas un monde idéaliste où tout ce qui est préconisé, c'est juste du bon sens et voilà. Non, c'est vraiment quelque chose de sérieux qui a été bâti sur des problématiques terrain. Et donc, voilà, des rappeurs officiels, hein, de DevOps Institute ou même de Google Cloud qui expliquent comment DevOps a pu améliorer la performance de différentes organisations. Je vous propose de mettre pause et de prendre connaissance de ça si vous le souhaitez. Alors, DevOps également, ce n'est pas une stratégie pour tous. C'est-à-dire que ce n'est pas une stratégie unique pour tous, parce qu'en effet, DevOps est basé sur l'empirisme et l'adaptation, un peu comme Scrum. Donc, par conséquent, DevOps est flexible, hein, et met l'accent sur la collaboration au sein de l'organisation. Et donc, DevOps n'a pas pour vocation d'imposer une stratégie. DevOps s'adapte et s'intègre au sein des entreprises afin d'améliorer leur performance. En fait, DevOps n'est pas là pour imposer une stratégie. En fait, DevOps s'adapte à la stratégie de l'entreprise. C'est-à-dire que vous allez instaurer DevOps dans une bureaucratie mécaniste. En fait, DevOps ne va pas venir pour vous dire, voilà, ta stratégie elle est mauvaise, il faut faire comme ça. En fait, DevOps va instaurer une culture, va proposer un cadre pour améliorer les parties prenantes au sein de cette organisation de bureaucratie mécaniste pour justement que ces gens prennent conscience qu'il y a une autre manière de faire et ensemble, ils vont pouvoir redéfinir leur nouvelle stratégie en s'inspirant du modèle DevOps. C'est comme ça qu'il faut voir les choses. Et donc, DevOps ne vient pas en mode furtif pour changer la stratégie. Et donc, DevOps accorde une grande importance à l'adaptation aux besoins spécifiques de chaque organisation en proposant des pratiques et des principes visant à accroître son efficacité. Et donc, DevOps n'est pas une stratégie unique, hein, car elle doit être flexible, adaptable et alignée sur les besoins spécifiques de chaque organisation, intégrant une variété de pratiques et de principes pour répondre à des environnements et des objectifs variés. Alors, qu'est-ce qui va rendre DevOps unique? Bah, en fait, c'est que DevOps va intégrer ITIL, Scrum, le Lean, la cybersécurité et d'autres outils ou d'autres approches. Et donc, en fait, DevOps s'adapte à différentes approches. Et donc, DevOps dit aussi, DevOps a fait un constat, chacun de ces frameworks, c'est-à-dire ITIL, le Lean ou Scrum, a apporté certains avantages au sein des organisations, mais aucun n'a permis une amélioration globale et complète de l'informatique. En effet, DevOps, lui, remet en cause que, par exemple, vous pouvez faire du Lean dans une entreprise IT, mais ce n'est pas seulement le Lean qui sera la meilleure approche. Ça sera un mélange de différentes approches. Avec, par exemple, en combinant le Lean et l'Agile, on peut faire quelque chose d'extraordinaire. Par exemple, c'est ce que propose, d'ailleurs, préconise Safe. Safe va mélanger l'Agile avec le Lean pour rendre son modèle performant. Et donc, même si vous faites seulement du utile et vous ne faites pas forcément du Scrum derrière, ou vous ne faites pas du Lean, ou même utiliser les principes du Lean ou de l'Agile, bah, ce n'est pas pour autant que vous allez devenir performant. Alors, lui, justement, DevOps englobe tout ça. Et c'est ça qui fait aussi sa particularité. Et donc, DevOps applique la pensée systémique à l'ensemble de l'écosystème IT, hein. En fait, c'est vraiment une chaîne de valeur qui englobe une culture basée sur les personnes, l'individu, avec des pratiques telles que l'agile, le lean, l'ITSM et tout ce qui est les notions de continu que nous verrons après, et l'automatisation. Donc DevOps est un écosystème englobant plusieurs pratiques que nous pouvons répartir comme suit: Lean, Agile et ITSM. Alors, en ce qui concerne les objectifs de DevOps, alors il faut comprendre que DevOps a permis de, si on l'applique très bien, bah, de délivrer des versions plus petites et fréquentes. Alors là, ça nous fait penser beaucoup on va dire aux incréments de valeur. À chaque sprint, on va développer des incréments de valeur qui seront déployés au fur et à mesure des sprints pour devenir vraiment un incrément de valeur en continu. Et bien, c'est que DevOps permet de répondre à ce besoin.
Donc, DevOps permet de produire des versions plus petites et fréquentes, et donc, en toute logique, de réduire des efforts et des risques, parce qu'en effet, comme DevOps est bâti sur la collaboration, eh bien, ça permet également aussi d'éviter qu'un développeur dans le monde, on va dire, de dev ou une autre partie prenante dans le monde de Ops travaille inutilement. Et également aussi de réduire les coûts et des itérations et des retards. C'est-à-dire qu'en fait, comme DevOps englobe les pratiques du Lean, où il y a une grande importance à la partie qualité ou de l'agile, eh bien, en fait, il y aura moins de, de coûts de non de qualité ou de non-conformité. Et donc, par conséquent, le client sera plus satisfait. Et aussi une culture de communication et de collaboration. En effet, on fonctionne comme une organisation adhocratie, rappelez-vous, où tout le monde communique ensemble de manière bienveillante. Et enfin, une cohérence et rapidité grâce à l'automatisation. Et donc, cela a permis d'amener comme gain au sein des entreprises une amélioration du time to market et value, donc être plus agile, intégration au processus business, également aussi une réactivité, la qualité du code et du déploiement, une meilleure productivité, une visibilité et l'agilité. Et donc, en ce qui concerne les valeurs DevOps, eh bien, il faut que vous reteniez, ça c'est très important pour votre examen, cinq lettres qui en fait un mot, notamment CALSM. Donc le C comme culture. Les valeurs de DevOps, c'est la culture, notamment cultiver l'esprit d'équipe pour déployer les rêves numériques. Le A tel que automatisation, pour automatiser les tâches répétitives pour libérer notre créativité. Rappelez-vous, pour ceux qui ont fait ITIL, l'automatisation, c'est une notion très importante. À la différence on va dire, de DevOps, c'est que ITIL, lui, dit bien qu'il ne faut pas inutilement faire de l'automatisation, il faut le faire avec parcimonie, il faut le faire quand c'est nécessaire. Le Lean, bien, L comme Lean, donc c'est-à-dire on va, grâce au Lean, optimiser et alléger les processus pour avancer plus rapidement. M comme mesure, pour mesurer le succès, pour célébrer chaque victoire. Et enfin, S comme solidarité ou partage, entre parenthèses, pour partager les idées et les réussites dans un esprit de solidarité. Et donc, CALSM fournit un cadre holistique pour évaluer et améliorer la maturité DevOps d'une organisation. Alors, également aussi les 5 idéaux. Ces 5 idéaux, il faut les voir comme des principes directeurs qui vont aider à l'implémentation de DevOps ou aider aussi les organisations qui appliquent DevOps. Donc, le premier idéal, c'est la localité et la simplicité. Toujours favoriser la simplicité. Le second idéal, c'est toujours la concentration, le flow et la joie, toujours la bonne humeur. Le troisième idéal, c'est toujours travailler avec une démarche d'amélioration continue. Quatrième idéal, c'est la sécurité psychologique, ne pas surcharger un développeur, par exemple. Et le cinquième idéal, par exemple, c'est toujours se focaliser sur le client. Pour ceux qui connaissent bien le lean management, pour ceux qui connaissent bien l'agile, en fait, ces 5 idéaux rentrent bien dans ces différentes pratiques. Et donc, ces 5 idéaux sont conçus pour guider les équipes DevOps vers des pratiques meilleures et plus efficaces en mettant l'accent sur les valeurs CALSM. Alors, pourquoi DevOps est important? En effet, elle est importante parce qu'en effet, les entreprises se retrouvent concurrencées par des startups agiles. En effet, les grandes organisations qui sont encore pour certaines bureaucratiques, eh bien, doivent fonctionner comme des startups pour être plus agiles et être plus compétitifs. L'IT ne peut plus fonctionner dans une culture silo. En effet, il faut comprendre qu'en avançant dans un environnement complexe, dans un environnement très digitalisé, eh bien, l'IT prend de la place et grandit au sein des organisations. Au point même qu'aujourd'hui, dans des usines de production, vous avez beaucoup de digitalisation qui se fait parce qu'en fait, même les usines de production deviennent de plus en plus une entreprise, on va dire, avec une culture IT.
Le développement logiciel agile et l'infrastructure cloud sont en progression, hein, en effet. L'agile prend vraiment de l'ampleur, au point même, encore une fois, que dans les usines de production, où on fonctionne avec beaucoup l'approche Lean, eh on commence à implémenter l'agile. Il y a même dans des usines où ils travaillent en mode Scrum, alors que ce n'était pas du tout le cas il y a 10 ans ou même il y a 5 ans. Donc, les données disponibles pour l'entreprise sont de plus en plus nombreuses, notamment penser à l'intelligence artificielle. Imaginez qu'est-ce qu'on peut faire avec les données disponibles. Comment on peut exploiter ces données. Comment une entreprise aujourd'hui ne peut pas exploiter ces données. C'est vraiment un manque d'opportunité de laisser des données, parce qu'avec les données, on peut vraiment faire des choses extraordinaires et ChatGPT en est la preuve. Les consommateurs ont des habitudes et des attentes issues des applications. C'est vrai qu'aujourd'hui, la nouvelle génération travaille sont vraiment beaucoup sur les applications. Donc, vraiment, il faut que les entreprises comprennent que les consommateurs ont des habitudes et ça change vraiment de manière drastique. Le time to value doit être de plus en plus rapide. On peut plus permettre de produire un produit en 2 ans. C'est inconcevable. Il y a la concurrence, vous avez les startups qui travaillent en mode agile. Le marché est saturé. Vous devez être rapide, donc être compétitif. Et donc, de plus en plus d'entreprises migrent vers le cloud. Et en effet, les entreprises qui ont migré vers le cloud, eh bien, elles sont vraiment de plus en plus performantes et il y a vraiment des preuves qui montrent qu'ils sont bien plus performants et en plus, c'est des entreprises qui sont moins résistantes au changement. Et donc, pour faire face à ces conditions changeantes, c'est-à-dire un environnement VUCA, l'IT doit adapter sa culture, ses pratiques et son automatisation afin d'être plus continu. Et donc, encore une fois, l'automatisation est essentielle dans DevOps. Imaginons que vous avez une entreprise avec une panoplie d'outils sans DevOps. À quoi ressemblerait plein d'outils dans une organisation sans DevOps? Eh bien, vous aurez par exemple Microsoft Teams pour collaborer, vous aurez Jira, vous aurez MS Project, vous aurez pourquoi pas le cloud de AWS et vous aurez d'autres applications. Il faut savoir que pour beaucoup, c'est des applications. C'est même plus des logiciels, hein, c'est des applications. Eh bien, si on fonctionne en mode silo, eh bien, vous pouvez, par exemple, et c'est encore le cas aujourd'hui, avoir tout un département où vous allez avoir certains qui vont travailler avec, par exemple, MS Project, d'autres qui vont travailler avec Jira, d'autres qui vont travailler pour un même projet avec Planisware, mais c'est tout à fait inacceptable. Et donc, en fait, DevOps va centraliser tous ces outils dans un pipeline que nous verrons après. Et donc, en fait, toute l'organisation, tout le monde vont travailler dans une même application. Et c'est ça qui va faire la différence. Parce que si on travaille tous dans la même application, eh bien, en fait, déjà, on saura comment cette application fonctionne. Également, si on pourra collaborer avec différentes personnes. Imaginons que vous avez certains qui utilisent Slack, d'autres qui utilisent Teams, d'autres qui vont utiliser un autre outil. Bah, en fait, peut-être que vous ne pourrez pas contacter cette personne parce que lui utilise Teams et l'autre qui utilise Slack parce que ce n'est pas la même application. Donc, en fait, ça permet d'améliorer la communication. Et donc, voici en quoi DevOps est important et bénéfique. Et donc, l'automatisation permet l'agilité, la cohérence, la rapidité et la fiabilité. Et donc la prise de décision partagée, l'accès aux toolchains et leur compréhension, ainsi que diverses automatisations simplifient la livraison des logiciels et préparent les opérations pour le long terme. Donc plus vous déployez des outils pertinents en amont, et bien plus les collaborateurs seront moins résistants au changement, à condition que on utilise les bons outils et qu'on n'utilise pas une multitude d'outils pour faire une même tâche. Et donc, en ce qui concerne les parties prenantes DevOps, eh bien, vous avez deux types de parties prenantes. Ce qui d'ailleurs caractérise le mot DevOps. Donc, Dev comme le monde du développement et Ops comme le monde opérationnel. Et en fait, en effet, le monde du développement inclut toutes les personnes impliquées dans le développement des produits et services logiciels tels que l'architecte, le product owner, le chef de projet, le chef de produit, le client, l'analyste, le fournisseur, responsable qualité. Mais en parallèle, vous avez aussi le monde opérationnel qui inclut toutes les personnes de la fourniture et la gestion de produits et services logiciels tels que des professionnels de la sécurité de l'information, des ingénieurs
système, des administrateurs système, des ingénieurs réseau, vraiment les gens qui sont vraiment dans l'opérationnel. Donc, il ne faut pas que ces personnes soient en silo. C'est-à-dire qu'il ne faut pas créer deux mondes, il ne faut pas cloisonner deux mondes, il faut les faire travailler ensemble. C'est ça qui est vraiment important. Et toutes ces parties prenantes, que ce soit dans le monde Ops ou dans le monde Dev, sont parties prenantes et sont intégrées dans DevOps. Et donc, retenez bien que DevOps implique tout le monde, même au-delà des acteurs Dev et Ops. Et donc, on va prendre un exemple. Prenons un projet de tierce maintenance applicative. Alors, qu'est-ce qu'un projet TMA? Un projet TMA consiste à confier à une société externe la maintenance, les mises à jour et l'amélioration d'une application existante. Imaginons une société qui est responsable de corriger les bugs, de mettre à jour le logiciel, d'ajouter de nouvelles fonctionnalités lors des sprints, par exemple. Alors, généralement, ces sociétés, ce sont des ESN ou des cabinets de conseil. Alors, par exemple, voilà, dans un projet TMA, on va avoir comme objectif d'améliorer les fonctionnalités sur SAP, sur ServiceNow, etc. Alors, le monde du développement, eux, leur objectif, pour le projet TMA, c'est d'identifier et résoudre les problèmes de l'application, ajouter ajouter de nouvelles fonctionnalités, améliorer la qualité du code par des pratiques continues, mettre à jour la documentation technique pour refléter les changements, et par exemple aussi gérer le projet, gérer la disponibilité des parties prenantes, par exemple, pour le chef de projet. Pour le monde Ops, ça sera d'assurer la disponibilité continue et la performance optimale, de surveiller l'application pour détecter et résoudre rapidement les incidents, utiliser les outils de CI et CD, que nous verrons après, pour automatiser les déploiements et garantir que l'application respecte les normes de sécurité et les réglementations. Donc, vous comprenez bien que bah, le monde du développement a besoin du monde de Ops pour gérer le côté opérationnel. Mais le monde du Ops a besoin des développeurs pour répondre peut-être à des questions techniques ou peut-être des questions, on va dire, fonctionnelles. Donc, ils fonctionnent en synergie. Et donc, parmi les acteurs, vous avez par exemple pour le monde du développeur les product owners, les proxy product owners, le scrum master, le chef de projet, le testeur, le data engineer, le développeur, l'architecte logiciel. Et vous avez pour le monde des Ops l'administrateur système, l'analyste de sécurité, le responsable de la surveillance. Mais tout cela doivent travailler ensemble. Et c'est très important. En mode agile, normalement, peut-être que finalement, lors d'un daily scrum ou d'un daily stand-up, il y aurait les deux mondes qui se rassemblent et qui travaillent ensemble en synergie. Donc j'espère que cette première section a été très claire et j'espère vraiment que vous avez appris de nombreuses choses. On se dit à bientôt pour la seconde section.